Bon, bah parfait. Du coup, on va peut-être pouvoir commencer. Déjà rapidement, je me présente si jamais il y en a qui me connaissent pas encore. Je suis la nouvelle responsable du coworking et de l'incubation à la Why Not Factory, qui est du coup l'incubateur du groupe IGS. Et donc on a la chance ce soir d'avoir Olivier Dognon qui est le Chief Creative Director de Team Créatif. Donc tu pourras nous en dire un peu plus sur ton métier, Olivier. Juste avant de commencer, je vous propose peut-être de couper vos micros pour l'instant. Ça évitera qu'il y ait trop de bazar, sachant qu'en plus les vidéos elles bougent en fonction des personnes qui interviennent. Et je vous envoie sur le chat des petites règles qui vont faciliter la communication. Je vous propose en fait, du coup, vous coupez vos micros et si vous mettez un point d'interrogation, ça veut dire j'ai une question et je veux parler. Si c'est un point d'exclamation, c'est je veux que l'intervenant approfondisse. Plus, c'est oui, et moins, c'est non. Et comme ça, moi, je ferai un peu la modération et ça évitera qu'on interrompe trop souvent Olivier. Donc, écoute, Olivier, je te laisse la parole. Tu peux y aller. Bonjour à tous. Je sais qu'on a prévu à peu près une petite heure, mais normalement, la présentation va aller assez vite. N'hésitez pas à stocker vos questions et on pourra les voir à la fin, évidemment. Je vais partager donc mon écran. Tac. Et je vais le mettre comme ça me permettra de voir. Donc, j'espère que n'hésitez pas à dire dans le chat si tout le monde voit bien mon écran. Camille, tu vois mon écran? Oui. Ok. Hop, pardon. Je vais rester comme ça me permet de voir, de continuer à voir un petit peu ce qui se passe sur le côté. Ok, donc voilà, donc c'est une présentation sur mon métier et puis plus généralement sur le design et le branding. Je ne sais pas d'où vous venez, quelles sont vos préoccupations concernant le design et le branding et j'espère pouvoir répondre à vos questions. Donc c'est une présentation que j'ai eu l'habitude de faire à l'ESAM, donc la présentation commence comme ça. C'est qui lui? Lui, c'est Olivier Dognon, donc je suis, comme l'a dit Camille, Chief Creative Director chez Team Creative. Ça veut dire qu'en gros, je suis responsable de la partie créa. Dans une agence de design, il y a 3 grands pôles. Le pôle stratégique, le pôle commercial et le pôle créatif. Et donc, moi, je m'occupe de tous les créatifs, ce qui représente à peu près une trentaine de créas. On est une agence indépendante, mais on est quand même assez nombreux. J'aime bien me présenter avec cette page Facebook, même si je ne vais pas souvent sur mon Facebook, mais ça me permet de vous montrer un petit peu, oui, je travaille pour les marques comme Whiskas, Sheba et Pedigree, donc j'aime bien les animaux. Donc ça appartient au groupe Mars, donc c'est des grosses marques internationales, mondiales. Il faut savoir que nous, on est une agence référente pour le groupe Mars sur le pet food. Vous connaissez Mars en fait pour les bars Mars, pour les M&M's et Ballisto. Et leur gros business, quasiment le plus gros business, c'est tout ce qui est nourriture pour animaux. Je crois qu'il n'y a que M&M's qui passe devant, mais sinon c'est le top 5, c'est une marque de confectionnerie et que des marques de pet food derrière. On travaille aussi beaucoup pour le groupe Bell, donc le fromage, boursin, vache Kiri notamment, mais aussi l'Erdamer et des marques un petit peu plus locales. Encore une fois, on travaille au niveau international. Là, en ce moment, vous avez dû voir, vous avez vu avant le confinement peut-être les affiches de la vache Kiri, puisqu'on est en train de faire le relancement. Et j'aime bien rappeler pour la petite parenthèse que la vache Kiri qui est maintenant sur les packaging, les nouveaux packaging, c'est moi qui les redessine. Internationaux, donc là vous reconnaissez pas parce que c'est écrit en arabe, à moins que vous parliez l'arabe, mais c'est Juhayna. Donc Juhayna, c'est une marque égyptienne, énorme marque en Égypte et dans cette partie du monde, dans le Middle East. Donc là, c'est une marque qui fabrique
C'est l'équivalent de Danone, en fait, des produits laitiers pour l'Égypte. Beaucoup de travail aussi pour le groupe Avril, donc avec la marque Le Sieur, mais aussi Isiocat et Puget. Donc, encore une fois, là, c'est vraiment très national. On fait un petit peu d'international, mais surtout du national. Et puis la marque Saint-Michel, notamment, pour tout ce qui est gâteau. Et là aussi, c'est national et international. Comme vous le voyez dans ce rapide tour d'horizon des marques pour lesquelles je travaille, c'est surtout de la grande consommation, du food, c'est de la marque de supermarché, pas d'alcool, pas de cigarettes, pas de luxe. C'est une ligne qu'on s'est donnée à l'agence. Voilà. Et puis oui, j'avais mis la petite image du rooftop de Washington parce que avant le confinement, parce qu'on travaille pour des marques internationales, je voyage, j'ai l'occasion de voyager pas mal en fait. Donc l'agence, vite fait, c'est une agence totalement indépendante et on est le cœur du réacteur se trouve à Paris avec 2 antennes en France, Lyon et Limoges. Et puis on est répartis aussi dans d'autres parties du monde. Les USA, évidemment, parce qu'il faut couvrir ce pays. Le Brésil, à Sao Paulo, une agence qui a maintenant une petite quinzaine d'années, et qui est une très grosse agence au Brésil. Et puis l'Indonésie, qui est un peu plus petit, il doit y avoir une vingtaine de personnes, et pour toute la partie Asia-Pacifique. Donc voilà, c'est très rapidement pour vous donner une idée un petit peu de l'agence. Olivier, je me permets juste de t'interrompre une seconde. Je pense que tu peux ne partager que ton PowerPoint comme écran et comme ça, nous, on le verra en un peu plus gros. Pas de problème. Ouais, alors, vous me dites si vous ne voyez plus mon écran. Ok. C'est bon là? Ouais, c'est parfait comme ça. Cool. Excellent. Super. Alors, maintenant, on va rentrer dans le partie du métier, en fait. Et donc, j'aime bien commencer par un petit jeu. Donc, d'habitude, c'est plus collaboratif, mais là, on va le faire dans notre tête. Quand vous voyez ces logos, je vais raconter. Donc ça, vous connaissez le McDonald's rouge, mais c'est vrai que maintenant, uniquement, en tout cas pour la France et l'Europe, le McDonald's est passé en vert. Il est en train de passer tout doucement en vert aux États-Unis. Et pour l'instant, le McDonald's aux États-Unis est toujours rouge. Ça, ce ne sont pas des marques sur lesquelles j'ai travaillé, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment des marques, elles arrivent, en déployant leurs signes et en croyant en leurs signes, à devenir, j'ai envie de dire, un effet de raccourci. Pas besoin de texte, pas besoin de blabla. Évidemment, il y a une puissance marketing derrière et de la pub qui fait que on les connaît. Mais même quand vous prenez une marque comme Starbucks, qui est pas si vieille que ça en France, maintenant, quand vous voyez ce signe, vous avez plus besoin de voir écrit Starbucks, vous savez reconnaître la marque. Et puis quand on a cette puissance-là, alors évidemment, on parle de très grosses marques internationales, mais quand on a cette puissance-là, on peut jouer à signe. Et ça, c'était une campagne qu'ils ont fait l'année dernière aux US, mais qui a été avec les surprises aussi en France. On peut jouer avec les signes et raconter des histoires incroyables uniquement avec nos signes, sans être obligé de dire qui on est. Évidemment, vous connaissez l'histoire de Amazon et peut-être que vous connaissez aussi la signification de A à Z avec le sourire de Jeff Bezos. C'était comme ça qu'a été racontée l'histoire de ce logo pour Amazon. Livraison donc de A à Z, incroyable. Et puis maintenant, évidemment, beaucoup de j'ai envie de dire, de pure players du digital, où on a même, enfin, ils imaginent même pas devoir écrire le nom de leur produit. On les reconnaît immédiatement. Alors c'est vrai qu'on est soumis à ces logos et à ces marques plusieurs fois par jour. J'aurais pu mettre TikTok maintenant si je veux être à la page. Mais voilà, encore une fois, répétition des signes, qualité des signes qui racontent une histoire, pas besoin de plus que ça. Là, c'était pour ceux qui connaissent les âmes. Si vous ne connaissez pas les âmes, c'est ça le logo de les âmes. Et donc, à quoi ça sert le design, en fait? Et donc, pour savoir un petit peu à quoi ça sert le design, moi, j'aime beaucoup parler avec les taxis. Et très souvent, donc je prends souvent des taxis, enfin,
toujours avant le confinement. Mais voilà, donc quand je prends des taxis, c'est toujours les mêmes discussions. Moi, j'adore discuter avec eux, donc les Uber, la mairie de Paris et tout ça. Puis ça se termine toujours par vous bossez dans quoi? Je les laisse deviner. Ils pensent toujours que je bosse dans la mode ou que je suis coiffeur ou je sais pas quoi. Je leur dis non, je travaille dans le design et donc du coup, il faut que je leur explique mon métier et donc j'ai inventé le taxi pitch qui permet de très rapidement expliquer mon métier le temps d'une course. Et donc, je vais vous l'expliquer de cette façon-là. Et l'exemple que je prends, c'est le chocolat. Et si on prend 3 marques de chocolat que vous voyez là à l'écran et que je pense que vous avez reconnues, eh ben ces 3 marques-là, elles vendent toutes les 3 du chocolat. Donc, il y a de la place. Hein. On n'a pas obligé d'inventer un nouveau produit que personne n'a inventé. On peut être exactement sur le même marché que son voisin. Par contre, il faut raconter son histoire à soi et pas essayer de vouloir raconter l'histoire du voisin, en fait. Et donc, on peut être sur un même marché, mais si on a une histoire vraiment spécifique à raconter et que tous les signes de marque racontent cette histoire, eh ben, on peut exister. Et donc, si on les prend une par une, on voit que Milka, l'histoire du chocolat Milka, c'est la douceur du bon lait des Alpes. Donc, chocolat au lait, Milka, vous avez tous mangé du Milka, vous savez ce qu'il y a quand vous le mettez en bouche, il est tout moelleux, il fond, et tout ça nous est raconté par ce bon lait des Alpes. Alors qu'évidemment, quand on doit raconter cette histoire-là, eh ben, on va déployer des signes qui doivent raconter cette histoire-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait au fur et à mesure du temps? Eh ben, ils ont choisi une couleur, la couleur mauve. C'est pas n'importe quelle couleur, hein. Pour parler de la douceur et pour parler de la tendresse, bah, le mauve, c'est toujours mieux que le rouge. Ils ont une typo qui est laitière dans son traitement. Elle est blanche, on dirait carrément du lait qui vient de splatcher sur une table. Et puis d'ailleurs, le mot lui-même, Milka, même si on n'est pas anglo-saxon, on a compris un petit peu que milk, c'était du lait. Leur icône, évidemment, c'est une vache. Ils l'ont rendu spécifique en la colorant, mais quand même, c'est la bonne vache laitière, hein, avec les pilles et les mamelles bien proéminentes, j'ai envie de dire. Et quand ils vont développer des produits, que ce soit dans l'invention des produits ou même dans le nom des produits, on va rester dans cette histoire de la douceur, tendre au lait. Ils l'ont pas appelé autrement, hein, c'est leur produit phare. Il est tendre au lait. Donc on vend du chocolat, on a un territoire, on a des consommateurs pour ce type de produit, et donc on raconte notre histoire avec nos signes de marque. De l'autre côté, si je prends Lindt, un autre vendeur de chocolat, alors là, Lindt, c'est carrément une autre histoire. Lindt, on est dans l'expertise, le savoir-faire des maîtres chocolatiers. Donc, je ne sais pas, vous avez dû voir les publicités de Lindt. On voit toujours les maîtres chocolatiers en train de poser les chocolats un par un à la pince à épiler dans les boîtes. Ils sont toujours propres sur eux. Moi, je sais pas, quand je fais une mousse au chocolat, j'en ai partout. Eux, c'est nickel. Donc, on sent qu'il y a beaucoup, beaucoup de maîtrise. On sent que c'est vraiment l'expertise. Et donc, dans les signes de marque, eh ben, c'est parti. On fait la même chose. On choisit des couleurs. Donc, le bleu, qui est la couleur, corporate de Lindt, le bleu ou le blanc, c'est des couleurs évidemment de pureté, c'est des couleurs de réflexion. Le bleu, généralement, c'est plutôt les banques ou les assurances qui utilisent le bleu. Donc, on n'est pas du tout dans de l'émotionnel pur, on est vraiment dans de la maîtrise et dans de la réflexion. Dans la typo, alors là, la typo script maîtrisée avec un effet doré dessus, on peut pas faire plus joaillerie. Et puis même dans leur emblème du dragon, il est carrément ciselé. On pourrait imaginer une montre suisse. Et pareil, quand on va donc présenter les produits, on va trouver des noms. Et dans les noms, on s'appelle pas tendre au lait, hein, cette fois-ci, on va s'appeler Excellence. Alors là, on est dans le top du top, c'est l'excellence. Et même dans la présentation du produit, donc ça, c'est une marque sur laquelle nous, on travaille. Et le produit qui est posé comme ça sur sa pointe, chez Lindt, il l'appelle la ballerine. Donc, c'est vraiment pour vous dire l'élégance et la maîtrise qu'on met derrière cette marque.
Et puis le dernier, qui vend aussi du chocolat, hein, encore une fois, il y a de la place. Lui, c'est Côte d'Or. Alors Côte d'Or, il nous raconte carrément une autre histoire. Côte d'Or, c'est la force du chocolat. Il est brut, il vient d'Afrique. Encore une fois, je vous invite à regarder les pubs et vous allez bien voir qu'à chaque fois qu'on voit une pub de Côte d'Or, là, on n'est pas du tout dans l'univers de Lindt, mais on est vraiment dans le côté sauvage de l'Afrique, le côté brut du chocolat, du cacao, de la matière. On est complètement dans la matière et dans la sensation. Et voilà, c'est ce qui définit complètement Côte d'Or. Et du coup, très facilement, hein, vous avez compris les signes de marque. Là, on y va à fond. Le rouge, je pense qu'on peut, en linéaire, en tout cas, en termes de code de marque, difficile de faire plus agressif, plus fort, plus violent. Donc le rouge. L'icône, on n'est plus dans une vache cette fois-ci, mais on est dans un éléphant. Évidemment, ça va parler d'Afrique, mais ça va aussi parler de la puissance, hein, de la force de cette marque et de son chocolat et de son produit. Et là, la typo, vous voyez, hein, Côte d'Or, c'est très maîtrisé, hein, il y a des petits effets de doré, mais on est dans une typo bâton, simple, solide, costaud, et puis on s'appelle Côte d'Or, même dans le son du mot, on a toute cette force. Et évidemment, que ce soit dans le nom des produits ou que ce soit dans leur représentation, on parle de blocs, les carrés sont toujours découpés, c'est des noisettes entières. Il ne leur viendrait pas à l'esprit de faire un chocolat tout fin de dégustation, même si de temps en temps ils peuvent le faire. C'est toujours fait avec cette idée derrière qu'il y a de la puissance et de la force dans Côte d'Or. Et donc voilà, en fait, c'est ça mon métier, c'est des marques viennent nous voir, que ce soit dans l'alimentaire ou plus généralement, où quelqu'un vient nous voir avec son projet, avec sa marque, avec son histoire, et à nous de créer et de créer des signes qui vont être vraiment spécifiques à son histoire, qui lui permettent d'être sur un marché, même s'il y a des concurrents, mais qui va raconter son histoire à lui. Et de toute façon, il y aura toujours des consommateurs qui seront plus Milka, plus Lindt ou plus Côte d'Or. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Le seul truc, c'est d'avoir une histoire, de vraiment déployer ces signes pour raconter cette histoire. Et une autre chose que je rajouterais, c'est surtout d'être consistant dans les signes, dans la consistency qui fait que, au fur et à mesure du temps, je ne sors pas des règles. Au fur et à mesure des signaux que je vais émettre, je reste absolument dans les règles. Très souvent, on le voit, nous, les responsables marketing, ils arrivent sur une marque, ils viennent d'arriver sur la marque et ils ont envie d'inventer un petit peu leur histoire à eux. Et nous, on est là pour leur dire non, on va pas faire un Milka rouge, on va pas faire un Milka bleu. Vos signes, c'est le violet. Il faut absolument croire en ce violet. Ça peut paraître simple de dire ça et évident, mais un jeu qui peut parfois, en le temps d'une course, et généralement le taxi me répond que lui, il n'aime pas le chocolat, donc il n'a pas toujours tout compris. Alors, c'est quoi un bon design? Ça, c'est la grande question, puisque, encore une fois, moi, je vous parle de marques emblématiques que vous connaissez tous, mais vous pouvez l'appliquer à n'importe quel sujet. Hein. Le design, vraiment, est partout, et d'autant plus maintenant, hein, où on le voit, les signes graphiques sont vraiment un indicateur de la qualité de ce que vous proposez. Quand vous allez vous balader sur Internet vous-même, dès que vous voyez qu'un site n'est pas beau, que les images ne sont pas belles, vous ne croyez pas au produit qui est vendu par le site. Vous avez un doute, vous vous dites non, je ne vais pas commander sur site, je ne vais pas essayer ce service parce que l'emballage n'est pas à la hauteur. Donc, il faut que l'emballage et le design soient partout et soient à la hauteur. Chez nous, chez Team Créatif, on a un outil qu'on appelle le Star System. Chaque agence a son outil qui globalement reprend ces 5 points. Donc, pour faire un bon design, il faut couvrir, alors peut-être pas les 5 points, mais couvrir le maximum des points. C'est-à-dire d'avoir un logotype, évidemment, d'avoir un color branding, et on va voir un color branding n'est pas uniquement une couleur, ça peut être aussi un graphisme. Il faut avoir une icône.
Ça, c'est quelque chose qui est très très vrai, surtout pour certains types de produits. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même plutôt intéressant d'avoir une icône. La structure c'est un peu spécifique pour nos métiers à nous. Moi qui fais du packaging, elle sert surtout à aider les consommateurs à naviguer suivant les différents types de produits, les différentes offres. Mais voilà, la structure en fait partie pour nous. Et puis évidemment, ce que nous on appelle le range specific visual, c'est la façon très très spécifique, quel type d'image vous allez produire, quel style vont avoir les images que vous allez produire pour vous rendre unique. Il n'y a rien de plus simple. Maintenant, vous allez vous balader sur Instagram, vous passez d'une marque à une autre. Ils ont tous photographié, quasiment tous photographié leurs produits de la même façon. On se croirait sur un blog culinaire. Moi, je parle de marque culinaire, parce que voilà, je suis dans ce business, mais il faut essayer de se trouver une spécificité. Je prends l'exemple de Coca-Cola. Quand vous voyez une pub Coca-Cola, ils ont mis des signes à l'intérieur qui font que même si vous enlevez le logo Coca-Cola, vous savez que c'est une pub Coca-Cola. Donc évidemment, c'est des grandes marques avec beaucoup d'histoires et beaucoup de réflexion marketing, mais on peut se l'appliquer à n'importe quelle échelle. Donc, si je prends l'exemple de Heineken, donc nous on fait pas d'alcool, mais c'est un exemple de mass market et qui évite en fait de prendre l'exemple de Coca-Cola. Bah, si on prend l'exemple de Heineken et qu'on le passe au crible du Star System, donc le logotype, bah, vous le connaissez, c'est le logotype Heineken, on reconnaît la typo parce que c'est bien de remplir tous ces points que je viens de citer. Mais ce qui est très très important, c'est de réussir à les remplir avec des choses vraiment incroyables, le plus incroyable possible, le plus remarquable, et remarquable au sens premier du terme, c'est-à-dire je le remarque, je m'en souviens. Si j'avais écrit Heineken juste en Arial, en noir, je suis pas sûr que je m'en serais souvenu. Là, ils ont travaillé une typo, ils croient à leur typo, elle est comme ça depuis quasiment tout le temps, elle a très peu changé, évolué mais très peu changé. Donc ça, c'est le logotype avec l'étoile rouge. Le color branding de Heineken, on le connaît tous, c'est le vert, mais pas que. Il est toujours accompagné soit de rouge. J'aurais presque pu mettre ici un peu de doré, qui correspond aussi à la bière. Souvent, elle est présente, très très souvent, elle est présente dans les communications de Heineken, bien évidemment. Une icône, bon bah là c'est simple, l'icône de Heineken, c'est son étoile, mais j'aurais pu aussi dire que l'icône de Heineken, c'est sa bouteille, exactement comme Coca-Cola. L'icône, la bouteille de Coca-Cola ou la bouteille d'Heineken, quelque part, sont des icônes. Elles permettent de reconnaître la marque, même si on ne voit que la silhouette de la bouteille. Pardon. Alors une structure, c'est un peu plus délicat parce que je vous dis c'est très très packaging, on peut en parler pendant des heures. Eux ils ont une structure très très simple puisqu'ils reprennent l'étiquette emblématique de Heineken et vous voyez la présence du vert n'empêche pas sur le produit historique d'avoir le bandeau noir. Et encore une fois, ne serait-ce que rien que quand on voit la bouteille et le verre de Heineken, on a reconnu la marque. Et puis le range specific visual, c'est ce que je disais, c'est la façon dont Heineken va présenter ses produits. Donc avec du vert, évidemment, grosse présence de vert, et avec toujours le jaune doré de la bière. Et donc quand on regarde un petit peu tout l'univers de Heineken, voilà ce qu'on voit. Et moi, il y a un exercice que j'aime bien faire. Quand je travaille sur une marque, je vais sur Google, je tape le nom de la marque et je regarde dans Images. Et c'est très intéressant de voir qu'il y a des marques qui sont très très alignées dans leurs signes et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et ça nous permet sur certains clients de leur expliquer toute la marge de progression qu'ils peuvent avoir. Vous allez sur Google, vous tapez Heineken, Lipton, Coca-Cola, Milka, vous verrez qu'ils sont très 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 alignés. Et puis une fois qu'on a une marque comme ça assez emblématique, on peut jouer avec ces signes et puis on n'a plus besoin de mettre le logo Heineken en entier. Il suffit juste de le mettre à la coupe, même l'étoile à la coupe. Vous imaginez en linéaire la puissance de ce signe, ou même demain vous faites, je sais pas moi, une bâche de camion ou un parasol. Pas besoin de tout écrire, juste la couleur, l'étoile et un tout petit peu du mot Heineken suffit à faire comprendre la marque.
Et puis je voulais partager avec vous du coup d'autres marques que je trouve très très intéressantes, qui ont très très bien fait leur travail. Et puis l'idée c'était aussi de partager avec vous des marques un petit peu plus niches, j'ai envie de dire. Hippies, c'est une marque, je ne sais pas du tout si vous la connaissez, mais c'est pas une petite marque. Hippies, c'est une marque qui doit avoir 3 ans, à peu près 3-4 ans, qui a été lancée aux États-Unis et qui, en 3 mois, le gars, il a lancé sa marque et en 3 mois, il a été référencé dans tous les Starbucks. Donc, je ne sais pas si vous imaginez le référencement aux États-Unis d'une marque comme ça dans tous les Starbucks après 3 mois d'existence. Autant vous dire que je pense que le gars, en ce moment, il est millionnaire. Il est arrivé avec une super idée. Une super idée de produit. Il est arrivé avec un super design qui a été fait par une très grosse agence américaine et surtout une magnifique histoire. Donc l'idée c'est de créer des snacks, c'est comme des curly en fait, hein, mais c'est fait à base de pois chiches. Donc on remplace la pomme de terre par le pois chiche, ce qui amène énormément de protéines et les Américains sont à fond dans les protéines. En plus ça enlève les calories, ça enlève le gras de la pomme de terre quand elle est cuite dans l'huile, etc. Donc première idée, son produit, il fit une demande de son marché. Le design en lui-même, il est juste incroyable, étonnant, dans un monde où on veut surenchérir sur le plus beau produit mis en scène, le plus craquant, le plus croustillant. Non, il est venu avec un design extrêmement simple, un color branding extrêmement puissant et ce ton de voix juste exceptionnel, puisque la marque s'appelle Hippies et donc dedans vous avez compris le jeu de mots donc entre les hippies et les peas. Donc les peas c'est les chickpeas, hein, c'est donc les pois chiches, hein. Donc il a fait un jeu de mots et le côté hippies qui amène énormément de joie, mais aussi le côté hippie, les hippies des années 70, c'est ça son territoire d'expression. Et donc du coup ils y vont à fond et ils se servent de tout l'univers des hippies pour vendre leur marque. Donc avec des jeux de mots comme ça, Give Peace a Chance, la chanson de John Lennon bien évidemment. Ils ont toute une campagne d'affichage où ils vont jouer avec cette revisite des signes des années 70, hein, le signe de Peace and Love, les couleurs. Donc là, on est à fond dans une réinvention moderne des signes des hippies qui correspondent complètement à la marque. Et ils ont un Instagram qui est super bien fait, où on n'est pas là pour vendre sa sauce, on est là aussi pour créer du repost avec des messages, avec des jolies images. Et toujours, vous voyez la consistency, c'est toujours leur couleur, c'est toujours leur style graphique. Quand vous tombez sur un post de hippies, vous savez que c'est un post de hippies. C'est pas le post de Curly ou c'est pas le post de Lace, quoi. C'est vraiment leur langage. Et du coup, après, vous imaginez, hein, ils développent, tout est absolument aligné. Une autre marque que je trouvais aussi assez intéressante, où on aligne vraiment la cohérence de son histoire avec ses signes, c'est une toute petite marque, hein, c'est une toute petite marque de running, donc Stride. Stride en anglais, ça veut dire la foulée, et ils sont basés à Moscou. C'est un magasin à Moscou qui a fait faire son identité par une agence de design et donc il s'appelle Stride, la foulée. Et je ne sais pas si vous voyez la foulée dans ce logo, mais c'est juste incroyable parce que le signe, il est très très subtil, mais quand je vous montre ça, voilà, vous voyez la foulée. Et ils ont réussi à créer de façon extrêmement simple un signe graphique unique, super smart, qui va parler à des consommateurs et qui va surtout permettre en fait d'avoir un logo qui n'est jamais le même. Parce que quand ils vont utiliser leur logo, ils vont utiliser leur signe en mouvement. Donc une magnifique idée créative qui donne beaucoup de sens à la marque, qui lui donne une originalité qui est juste incroyable et qui leur permet après de développer
tout l'univers de Stride. Donc, quand vous rentrez dans le magasin, les murs ont été faits avec ce symbole. Quand vous achetez un t-shirt ou une paire de chaussures, le papier de soie, il y a le symbole dessus. Enfin bref, ils jouent avec leur symbole. Le plafond lui-même est fait avec des panneaux de bois qui reprennent le symbole de la foulée. Donc voilà, encore une fois, une super belle cohérence entre un nom, une forme, une idée. Et voilà, et c'est déjà le début du succès, j'ai envie de dire. Et c'est quoi l'idée, en fait? Parce qu'attention, c'est ça il y a des écueils, hein, et c'est ce que j'essaie de vous passer comme message. Un créatif, c'est pas un graphiste. Et c'est souvent, parfois, un peu l'amalgame qu'on fait quand j'explique mon métier. On me dit, bah ouais, en fait, toi, tu fais du coloriage. Non, je fais pas du coloriage. Un créatif, il doit avoir des idées. Un graphiste, lui, il peut avoir des idées, mais c'est surtout quelqu'un qui va les exécuter de façon incroyable. Un graphiste, il va avoir un style, une patte. Un créatif va avoir besoin d'un graphiste. Le créatif est souvent, très très souvent, un graphiste, mais je trouve que c'est très important de faire la nuance entre les deux. Vous pouvez demain avoir besoin d'un graphiste parce que vous avez une charte graphique à développer, et le graphiste, avec intelligence et savoir-faire, va pouvoir développer, mais peut-être que le graphiste ne sera pas assez créatif pour vous trouver l'idée. Voilà, c'est ça la grosse nuance. Bon, généralement, qu'on soit un créatif, un graphiste ou un taxi, moi, je crois que tout le monde est quand même très créatif. J'y crois. Ayez du sens, très très important. On fait rien gratuitement. On peut faire des choses gratuites, mais c'est dommage. Ça a pas de puissance, ça a pas de fond, ça a pas d'épaisseur. Donc vraiment, quand on fait quelque chose, on réfléchit, on se dit qu'est-ce qui pourrait avoir le plus de sens. Et en même temps, de façon simple, hein, jamais chercher midi à 14h. Le consommateur, les gens, ils sont tellement sollicités, ne leur demandez pas d'être trop intelligents, mais mettez du sens dans ce que vous décidez. Évidemment, je ne vais pas dire autre chose que soyez unique en tant que créatif. Le côté unique est quelque chose de très très important, même si parfois, suivant les marques pour lesquelles moi je travaille, on a besoin de rentrer dans certains codes parce que les consommateurs, encore une fois, n'ont pas beaucoup de temps, ils n'ont pas du temps de cerveau disponible pour vous, donc il faut être assez direct. Mais globalement, l'unicité est quelque chose de très très important. On l'a vu avec l'exemple du chocolat. On peut être sur un marché où il y a déjà d'autres acteurs. Qu'est-ce qu'on amène en plus? C'est quoi notre histoire? C'est quoi qui fait que notre proposition est différente? Et puis donc toujours, hein, quoi que l'on fasse, quoi que l'on décide, il faut que ce soit en adéquation bien sûr avec votre produit, mais surtout j'attache vachement d'importance à vos valeurs, votre histoire. C'est très très souvent moi quand je passe par la Why Not Factory, j'ai affaire à des jeunes entrepreneurs comme vous, et c'est important d'avoir des valeurs et d'avoir une histoire à raconter. Et puis évidemment, connaissez par cœur vos consommateurs et vous leur apporterez toujours la meilleure solution. Parce que voilà, c'est ça qui peut se passer. Moi, je suis confronté à ça tous les jours. Des clients qui viennent nous voir en nous disant « Ah, j'ai vu ça, c'est super joli, j'adore ce qu'ils ont fait sur le chocolat. » Ouais, non, c'est très beau, hein, mais ça, c'est un travail de graphiste, typiquement. Quelqu'un qui sait faire des jolis patterns, qui a un sens de la couleur, un sens des formes. J'ai du mal à croire qu'il y ait des histoires très très profondes derrière tout ça. Quand on regarde la ligne du bas, on a éventuellement sur fruit jerky, on a le triangle, mais on regarde entre ce produit aux fruits, le produit hip et la dernière bouteille qui est complètement à droite, on a des formes géométriques qui sont quasiment les mêmes. Quelle est l'unicité à part de faire un joli décor, à part de faire un joli papier peint? Autant aller sur Shutterstock, autant trouver le meilleur papier peint.